Il y a un an, j'avais restauré ce Macintosh Classic 2. Il était en panne, il marchait pas du tout, l'image était brouillée et en fait j'avais changé beaucoup de condensateurs sur la carte d'alimentation et aussi j'avais changé les condensateurs de la carte mère en mettant des condensateurs au Tantal comme j'ai l'habitude de le faire sur les Amiga. Alors résultat, il marche très bien, j'adore ce petit Mac et je l'ai installé sur une table. Et donc dessous, il y a une autre petite table dont je me sers comme un tabouret parce que j'aime bien avoir des ordinateurs tout prêts à l'allumage. J'ai pas beaucoup de reproches à lui faire, mais j'ai quand même envie de l'améliorer parce qu'il a quelques défauts. Alors le premier défaut, c'est qu'il fait beaucoup de bruit, tellement de bruit que finalement je l'allume pas assez. Dans ma pièce rétro où j'ai plein d'ordinateurs, j'aime bien allumer de temps en temps comme ça les ordinateurs qui m'accompagnent et j'aime bien qu'ils fassent pas de bruit. Alors l'Amstrad CPC, il fait pas de bruit. L'Apple IIc, il fait aucun bruit. L'Amiga, il en fait pas du tout. Il a un petit ventilateur, mais je l'ai réglé pour qu'il fasse aucun bruit. Et en fait, c'est le Macintosh Classic 2 qui fait beaucoup de bruit. On peut voir que quand je ne parle pas, il y a 47 décibels. Steve Jobs se plaignait d'ailleurs du bruit des Macintosh et il rêvait d'avoir un Mac qui ne fasse pas de bruit. Et il a évolué dans ce sens avec les nouveaux Mac. Mon projet aujourd'hui, c'est de rendre notamment plus silencieux ce Mac, mais aussi pouvoir mettre beaucoup de logiciels dedans. Donc ça, c'est du Blue SCSI. Cette petite carte m'a été donnée par Emeric en échange du recapage de son Amiga 1200 dans la précédente vidéo. Et là, je me suis dit, mais c'est vraiment parfait. J'en cherchais une pour le rendre silencieux, mais aussi pour pouvoir y copier plus facilement des données, parce que ça marche avec une carte SD. Donc cet écran peut contenir jusqu'à 25 000 volts, donc prudence, je vais ici le décharger pour éviter de me prendre un choc électrique quand je vais bidouiller à l'intérieur. Je prends un simple tournevis plat, j'ai mis un fil électrique relié ici à la masse. Ce qu'il faut faire très attention, c'est qu'il n'y ait pas un arc électrique qui vienne me sauter sur les doigts, c'est pour ça que j'ai des gants et que je le tiens un peu par l'extrémité. Le tube est comme un gros condensateur. Je l'ai allumé hier, donc normalement en 24 heures il se décharge, mais on ne sait jamais. Je soulève la ventouse, voilà, jusqu'à atteindre un morceau de métal qui rentre dans l'écran. Voilà, il n'y a plus rien à craindre puisque les 25 000 volts, enfin ce qui reste des 25 000 volts sont partis dans la masse. Une fois que c'est fait, eh ben, je peux retirer la ventouse. Donc là il y a une sorte de petit crochet. Donc j'appuie un peu pour retirer le crochet. Voilà, vous voyez à quoi ça ressemble. Maintenant, l'écran est complètement déchargé et je vais pouvoir enlever mes gants et travailler sans crainte. J'ai retiré le disque dur, il y a le ventilateur d'origine qui est branché, je vais juste vous faire écouter le bruit du ventilateur d'origine. Selon moi, c'est beaucoup trop bruyant. Je pense que c'est parce que le ventilateur est aussi en contact avec le boîtier et ça fait des vibrations. Il y a aussi le fait qu'il tourne très vite, donc je vais essayer de trouver une solution à tout ça.
Donc là, j'ai juste humidifié un peu le pinceau pour essayer d'accrocher la poussière. Voilà, évidemment, moins il y aura de poussière sur les pales et plus il pourra tourner librement et moins faire de bruit. Voilà, je peux pas faire beaucoup plus, il est propre. On peut voir ici qu'il est alimenté en 12 volts pour 70 mA. Alors, pour qu'il fasse moins de bruit, j'ai deux idées. D'abord, ma première idée, c'est de le sous-alimenter. Pour faire mes essais, je vais utiliser une alimentation de PC. Je la branche sur cette petite carte qui me permet d'extraire le 12 volts, le 5 volts, le 3 volts. Donc vous voyez qu'il y a un petit interrupteur qui est bien pratique parce que sinon tu es obligé de shunter deux câbles pour arriver à l'allumer. Là, je peux l'allumer très facilement. Et ici, par exemple, je vais commencer par le 12 volts puisqu'il est alimenté en 12 volts par le Macintosh classique. Et là, effectivement, il fait pas mal de bruit, surtout que le ventilateur est vissé sur le boîtier métallique du Macintosh, ce qui fait encore plus de bruit. Maintenant, je vais essayer en 5 volts. Là, en 5 volts, c'est vraiment l'idéal, parce qu'il fait aucun bruit. Ça me donne même l'idée de piquer le rail 5 volts qui est sur la carte mère, notamment pour alimenter le disque dur, et je pourrais le détourner pour qu'il alimente le ventilateur. Mais ça pose problème. Je vais vous montrer comment. J'éteins. Si je démarre le 5 volts à l'arrêt, le ventilateur ne démarre pas. C'est-à-dire que le 5 volts, ça va quand je passe du 12, puis je passe au 5 volts. Avec l'inertie, il arrive à se maintenir. Mais le problème avec le 5 volts, c'est que c'est pas assez puissant pour alimenter le ventilateur. Si je pars de 0, voilà, il démarre pas. Pour le sous-alimenter, je propose une solution que j'utilise sur mes vieux ordinateurs. Donc c'est d'utiliser un potentiomètre. Donc ça, c'est deux potentiomètres 500 ohms. Donc il y en a un qui est tout petit, que j'ai récupéré sur un écran d'Amstrad en panne. Celui-là, je l'avais d'ailleurs utilisé pour ralentir un ventilateur pour un processeur et ça a son efficacité. Donc j'ai fait ça des années avec mes boîtiers tours. Je voulais pas trop entendre la tour faire du bruit et il n'y avait pas toutes les solutions actuelles où on a des gros ventilateurs, où le BIOS peut régler la vitesse de rotation. Tous ces ventilateurs avec 3 ou 4 fils qui sont complètement réglables. Là, on est sur une disposition simple avec 2 fils. Et en jouant sur la tension, on peut jouer sur la vitesse de rotation. Alors ça, c'est du bidouillage, hein, mais l'essentiel, c'est que ça fonctionne. Et sur le long terme, je l'ai constaté, l'énergie en trop va disparaître dans la chaleur. Donc un potentiomètre, hein, c'est une résistance variable. Donc en gros, je vais y appliquer 100 ohms. Et avec les 100 ohms, je vais baisser de 3 volts à peu près. Donc là, il est alimenté en 11,8 et je vais l'alimenter en 8,5 peut-être. De ce fait, la vitesse de rotation va diminuer et le bruit aussi. Comme le ventilateur va tourner moins vite, forcément l'évacuation de l'air et le refroidissement va être moins performant. Ce qui ne me pose pas vraiment de problème sur mon Macintosh classique parce que c'est pas un Mac qui est utilisé comme il était utilisé autrefois où il était allumé 8 heures par jour. Là, moi, c'est vraiment une machine pour l'allumer de temps en temps et il n'y a pas besoin d'un refroidissement ultra efficace, c'est pas ma priorité. Il y a aussi une autre solution, c'est d'acheter un ventilateur Noctua à performance égale, ils font moins de bruit. Donc ça peut être aussi une astuce. J'ai branché ce petit potentiomètre sur la ligne du 12 volts. Donc le principe est simple, en tournant plus ou moins le potentiomètre, je vais mettre plus ou moins de résistance. Donc là je suis quasiment au maximum, je crois que la tension c'était 11,8. Voilà, donc il fait un tout petit peu de résistance, mais il n'y a pas grand chose. Ok. Et maintenant, je vais diminuer sa vitesse. Alors moi, j'aimerais bien qu'il tourne comme ça, par exemple. Voilà, là, il ferait beaucoup moins de bruit. Ce serait bien. Mais si je l'éteins et que je l'allume, il démarre pas. Je vais essayer d'augmenter légèrement. Voilà. Là, il démarre.
Je vais baisser un tout petit peu. Il n'arrive plus à démarrer, je suis descendu trop bas. Ah si, c'est bon. Je suis vraiment limite, hein. Là, je suis à 8,80. Ça a l'air de fonctionner. Donc on comprend pourquoi le 5 volts n'arrivait pas à faire démarrer le ventilateur, mais là, à 8,80, il démarre. Voyons ça. Ok, ça a l'air bien. Donc j'ai mis un peu de gaine thermo histoire que le métal du potentiomètre ne touche pas le reste de la carte mère à l'intérieur du Mac, que je puisse brancher ça simplement et que ça fonctionne. Alors on va refaire un essai. Nickel. Alors normalement il est fixé avec deux vis comme ceci. Voilà, qui sont fixés là et là. Et le problème, c'est que ça fait caisse de résonance sur l'ensemble de l'ordinateur et je pense que ça aide pas au niveau des vibrations. Ça, c'est un caoutchouc qui provient d'un ventilateur Noctua. Une de leurs stratégies, c'est d'utiliser comme ça des caoutchoucs plutôt que des vis pour pas que le ventilateur rentre en contact avec le boîtier et transmette les vibrations. C'est un peu le même principe avec les silent blocks dans les voitures. Ça, ce sont des joints qui viennent d'un collecteur d'admission d'air de ma voiture. Je vais les mettre aux quatre coins du ventilateur. Et donc ça devrait m'aider pour rendre le ventilateur silencieux. Alors c'est pas gagné, hein. Normalement, je dois pouvoir le rentrer à peu près correctement. Voilà. Ça me semble pas mal. Ok. Donc là, le ventilateur ne bouge plus et il n'est pas en contact direct avec le boîtier. Ça devrait être pas mal ça. Donc j'ai plus qu'à brancher ça et on va écouter pour voir s'il fait moins de bruit. J'ai remonté le Macintosh classique sans le disque dur, comme avant, mais vous pouvez voir à l'intérieur que le ventilateur est en place avec ses petits silent blocks à lui. Ici, on a le micro qui est au même endroit que d'habitude pour qu'on puisse comparer le bruit avant bidouille sur le ventilateur et après bidouille. Voilà, alors moi je l'entends tout de suite, c'est beaucoup mieux. Je vais essayer de vous faire des vidéos comparatives. Donc je l'entends de suite, c'est beaucoup plus agréable. Maintenant la phase 2, ça va être de brancher ce disque Blue SCSI Flash. Alors j'y connais rien et donc il va falloir que je me débrouille pour essayer de mettre des données dedans, de le formater. Déjà ça va faire moins de bruit que l'ancien disque dur. En plus je vais pouvoir stocker beaucoup plus de choses et communiquer plus facilement avec l'extérieur. Donc voici le câble que j'ai fabriqué, qui sera très pratique pour utiliser le connecteur du disque dur à l'intérieur du Mac classique. De l'autre côté, j'ai ce connecteur que je vais mettre sur cette broche. Il ne faut pas que je me trompe parce qu'il y a le 12 volts de ce côté. Donc de toute façon, c'est très bien expliqué. Ici, il y a marqué 12 volts de ce côté, 5 volts de l'autre. Donc là, c'est parfait. Ensuite, je le branche pour faire des essais sur ce connecteur. Donc là, pareil, je fais attention à la correspondance. Les fils jaunes, c'est pour le 12 volts. Et ici, je peux l'allumer simplement. Alors on voit que c'est bien alimenté, ça clignote, ça c'est bon signe. Je vais utiliser maintenant une carte SD Lexar de 64 Go, donc elle est neuve, et elle est fournie avec son petit adaptateur pour la mettre dans un PC.
Le Mac classique est ouvert avec le connecteur du disque dur SCSI et sa nappe. Donc là, il y a l'adaptateur que j'ai fabriqué. Donc là, je ne me suis pas trompé, il y a 12 volts de ce côté et 5 volts de ce côté. Ici, tout est nickel. Ensuite, on a la nappe. Là, il y a un détrompeur, on ne peut pas se planter. Voilà. Et maintenant, je branche la carte SD. J'allume. Ça clignote. Il est en train de lire la carte SD et d'inscrire un fichier de log. Comme j'ai pas mis d'image disque de macOS pour le moment, il n'y a rien qui marche. Sur l'écran, j'ai la disquette qui réclame un chargement de disque dur. La seule chose que je peux faire maintenant, c'est mettre la carte SD dans l'ordinateur et y copier une image disque de macOS. La carte SD est maintenant dans le PC de mon atelier et on peut voir qu'il y a un fichier log. Alors il donne la version du Blue SCSI, il a formaté en exFAT la SD card. J'ai pas d'autres informations parce que la SD card est vide, j'ai pas déposé d'image disque. Je vais sur le site officiel bluescsI.com. Quand on a reçu une carte Blue SCSI, il faut cliquer ici. Ils vont nous expliquer comment l'installer. Une des choses qu'il faut faire, c'est utiliser des images. Alors la plupart des images, j'ai regardé, ce sont des images avec macOS en anglais. Je me suis préparé donc sous Linux une version de macOS 7.1 en français avec des jeux. Pour préparer la carte SD, j'ai besoin de créer une image disque avec macOS 7 à l'intérieur. Alors je vais m'aider d'un émulateur. Je vais utiliser Basilisk qui est l'héritier de Shapeshifter et c'est du même auteur, c'est Christian Bauer qui a fabriqué ça. Alors voilà à quoi il ressemble ici sous Linux, mais on peut l'avoir sous Windows, sous macOS. Donc c'est un émulateur 68000. J'ai deux images disques que j'ai préparées. Donc il y a macOS 7.1 en français, c'est celui-là que je vais mettre dans le Macintosh classique. Et je vais aussi m'aider de macOS 7.5 pour transférer des fichiers. On voit ici que je peux ajouter un dossier. Donc ce dossier, c'est pour transférer notamment des jeux que je vais trouver sur Internet. Celui qui est le plus haut démarre. Donc là, j'ai mis macOS 7.1 en français. C'est parti. Donc voilà à quoi il ressemble. Ça, c'est le petit macOS que j'ai préparé. Et j'ai déjà mis des jeux. Et je vais vous montrer comment ça marche pour les transferts. Là, ici, il y a le macOS 7.5. Je vais le charger maintenant. J'éteins. Je le relance. Et là, je vais le mettre tout là-haut. Et je démarre. Alors, le macOS 7.5, il a un avantage, c'est qu'il charge le dossier jeu qui est ici présent. Donc maintenant, pour faire les transferts, voilà comment je vais faire. J'utilise le site Macintosh Repository qui est excellent pour trouver des vieux logiciels Mac. Et je vais chercher un shareware qui est un clone de Pacman. Je vais prendre celle-ci parce que c'est un format Stuffit et je peux facilement le décompresser. Je le télécharge. Je vais mettre un autre logiciel aussi. Alors ça, c'est un vieux jeu d'aventure. Alors je vais prendre cette version-là. Dans téléchargement, j'ai mes deux logiciels. Je les glisse dans le dossier jeu. Et maintenant, je vais lancer mon émulateur et on devrait pouvoir accéder à ces jeux. Je peux accéder à ce dossier. La première chose que je vais faire, c'est les déplacer sur macOS 7.1. Alors le premier, il a un icône. Ça va être facile de le décompresser. Voilà, donc là, il y a le jeu, c'est parfait. Je vais le mettre dans le dossier des jeux. Là, c'est nickel. Ok, donc j'ai plus besoin de ça. J'ai plus besoin de ça également. Ok,
Ici, j'ai un Stuffit qui normalement devrait être décompressé, mais il n'y a pas d'icône, hein. Si je clique là-dessus, ça va pas. Je me suis mis des petits utilitaires. Je vais utiliser Stuffit Expander. Ça devrait le faire en manuel. C'est toujours comme ça, hein, quand on essaie de trouver des jeux, il faut beaucoup batailler. Il n'y a rien qui est simple. Il y a des versions qui ne fonctionnent pas. Le voilà. Alors, je regarde ce qu'il contient. Ouais, ça m'a l'air bien. Parfait. Donc là, je le fais glisser dans le jeu. Ok. Ça, c'est bien. Donc ça, je peux le foutre à la poubelle. Parfait. Je vide la corbeille parce que je suis maniaque. Et j'éteins. Maintenant, je vais tester le macOS 7.1, celui que je vais mettre dans le Mac classique. Donc, je relance l'émulateur. Je mets le disque 7.1 devant. Je fais Start. Notez que Jeux n'est pas chargé. C'est pour ça que j'utilisais le macOS 7.5. Et là, je peux aller dans Jeux. Ça a l'air bien débile. C'est parfait. Donc maintenant, j'éteins tout ça. Et je vais transférer cette image disque sur la carte SD. Le but maintenant, c'est que je recopie mon macOS sur une image HDA. Donc c'est le format géré par la carte BlueSCSI. Ici, par exemple, j'ai une image au format HDA qui pèse 500 mégaoctets, donc ça c'est parfait. Je viens de lancer Basilisk sur le PC de mon atelier, donc c'est le Basilisk pour Windows. Il est identique à celui que j'ai sous Linux. Donc ici, il y a le macOS 7.1 en français que je me suis préparé avec quelques jeux. Et là, il y a l'image que je viens de télécharger au format HDA. Et c'est cette image-là qu'il faudra mettre dans le BlueSCSI parce que le BlueSCSI a besoin du format HDA. Ce qui est bien, c'est que Basilisk est capable de gérer les deux. Je vais démarrer depuis mon système macOS 7.1. Voilà, c'est instantané. Ce système-là ne m'intéresse pas, il est en anglais. Je vais tout effacer. Je me demande si je peux pas le formater simplement. C'est parfait. Et maintenant, je vais copier tout ce que j'ai. Donc macOS, hein, ça a toujours été ultra simple dans le maniement. Ça rappelle un peu l'Amiga. Je fais tout ça parce que je ne peux pas booter direct depuis mon image macOS 7.1. Je suis obligé de transférer les données sur une image disque au format HDA. Ce qui est bien, c'est que Basilisk gère les deux. Ça me permet de pouvoir copier des données assez facilement. Bon, ça me paraît très bien. Donc maintenant, j'éteins tout ça. J'ai renommé le disque. Je l'éteins. Alors, je vais le renommer ici aussi. HD0 sur le BlueSCSI signifie qu'on prend l'unité SCSI 0. Après, on peut nommer le disque comme on veut. Il y a une charte de nommage qui est expliquée sur le site BlueSCSI. Je vais charger uniquement l'image que je viens de recopier. C'est parti. Tout a l'air de se passer très très bien. Il y a juste un truc que j'ai envie de régler, c'est que normalement je suis en noir et blanc sur le Macintosh classique, ça gère pas la couleur. Donc je vais le préparer tout de suite pour éviter les bugs. Noir et blanc. Maintenant que mon image est prête, je vais la copier sur la SD card, comme ceci. J'éjecte la SD card et je mets la SD card dans le BlueSCSI. Voilà. Bon, ça clignote. Et de ce côté, que se passe-t-il? Nickel.
dû brancher vite fait une souris pour que je puisse l'éteindre proprement, mais on a bien le macOS que je me suis préparé tout à l'heure avec le jeu que je me suis téléchargé depuis mon système Linux. Sauf que ça va beaucoup plus lentement, parce que là je suis sur un classique 2. Alors c'est quand même un 68030, mais on voit que c'est pas l'ordinateur le plus rapide du monde. Ah, il y avait du son. Alors ça, côté Basilisk, il n'y avait pas de son. Bon, trop bien. Je me suis bricolé un petit boîtier plastique d'alimentation de portable. Voilà. Donc c'est pour éviter que le BlueSCSI se balade dans le Mac classique et aussi que toutes les broches ici touchent le métal du boîtier. Donc je vais le mettre comme ça et ensuite c'est très simple. Je le referme comme ça et je le visse. Là, ça me semble pas trop mal. Donc ensuite, j'ai plus qu'à connecter le disque dur. Et je peux remettre le FPU. Donc tout est en place. Et maintenant, je peux refermer le Mac classique. J'ai remis en place le Mac sur sa petite table et maintenant je vous fais une petite démonstration. Et voici macOS 7.1 en français qui se charge. Et là on est sur de la mémoire flash, carte SD. C'est nickel. J'entends à peine le bruit du ventilateur, c'est tellement plus agréable qu'avant. Je peux vous montrer par exemple Arkanoid.
Donc voilà, ça fonctionne bien. Au niveau du bruit, c'est vraiment beaucoup plus agréable. Pour ajouter des données, je peux toujours en extraire la carte SD et utiliser par exemple Basilisk, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est quand même contraignant parce que là j'ai vissé la boîte, donc ça m'ennuie un peu pour ajouter 2-3 logiciels de devoir tout démonter. Alors une possibilité, c'est d'utiliser le lecteur de disquettes. D'abord, on peut ajouter des données avec des disquettes originales si on les a. Donc, par exemple ici, j'ai SimCity et il marche vraiment très très bien. Donc la version couleur, ça c'est pas ce qu'il nous faut. Et là, il y a la version Black and White Edition. Je prends la disquette, je la dépose dans le jeu. J'éjecte la disquette. Voilà. Donc si on n'a pas les disquettes originales et qu'on veut ajouter des données, on peut d'abord créer des disquettes au format macOS. On peut utiliser un vieux PC avec un lecteur de disquettes et le logiciel WinImage. Donc ici, je vous fais une démonstration sur laquelle je télécharge un logiciel macOS. Donc il s'agit de PC Exchange. C'est une disquette macOS qui permet d'ajouter une extension permettant de gérer ensuite le format FAT32. Donc je la télécharge et puis je demande au logiciel WinImage de m'écrire une disquette, de me créer une disquette réelle. Donc cette disquette réelle, la voici. Mais avant de l'installer, je vais vous montrer ici des disquettes au format MS-DOS. Donc ici j'ai un vieux Windows et ici j'ai MS-DOS. Donc on peut voir que la disquette n'est pas gérée. Et pareil pour Windows. Voilà, ils ne sont pas reconnus. Donc une façon de faire, c'est d'utiliser la disquette que je viens de faire avec WinImage. Donc ça, c'est une disquette macOS. Et là, je vois PC Exchange. Donc s'il la reconnaît, c'est que forcément, c'est du format macOS. Donc je vais la mettre dans le dossier extension. Et il y a une grande simplicité dans ce système d'exploitation. Maintenant, j'ai plus qu'à redémarrer. Alors il faut savoir que quand on charge une extension, on perd un petit peu de mémoire vive. Il est quand même pas mal. Si je regarde ici, on a 4 mégas de mémoire et il m'en reste presque 3, donc c'est suffisant. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas charger trop d'extensions parce que sinon tu perds de la mémoire. On va commencer par le MS-DOS. Dès qu'une disquette est au format FAT, il y a marqué PC partout sur les icônes. Et là, vous reconnaissez bien l'autoexec.bat, le commande.com. Enfin, c'est une vraie disquette MS-DOS. Et pour la disquette Windows authentique, voilà, c'est la 5e disquette de Windows. Voilà, donc on a ici une vieille version de Windows. Je ne sais pas du tout quelle version ça peut être. En tout cas, il lit très bien le format FAT. Et donc c'est parfait si je veux ajouter des logiciels. Donc justement, j'ai besoin d'un antivirus qui s'appelle Disinfectant, et c'est juste le fichier qui est proposé au format binaire, et c'est pas une disquette macOS que je peux télécharger. Donc là, je vais sur le site Macintosh Repository, je télécharge le fichier binaire de l'antivirus, et je le mets sur ma disquette FAT.
Donc je viens de formater cette disquette au format FAT et j'ai mis le binaire du fichier désinfectant. Et voilà, maintenant ma disquette est parfaitement reconnue, ce qui n'était pas le cas avant. Donc si je veux transformer ce fichier en fichier exploitable par macOS, je le copie d'abord ici. Donc d'après Macintosh Repository, c'est un fichier Stuffit. Donc là, ça veut dire qu'il faut le logiciel Stuffit Expander. Donc je lance Stuffit Expander. Et là, je fais Expand. Et il est ici. Et voilà, il est reconnu. Donc là, normalement, dès qu'on voit un joli icône, ça veut dire que c'est gagné. Je vais le mettre dans les utilitaires. Ça, j'en ai plus besoin. Et on va le lancer pour voir. Ok, je vais faire un scan. Donc ça, c'est la dernière version qui a été faite pour ce petit antivirus. Et comme je trouve des disquettes à droite à gauche, sur internet, dans des boîtes, etc., il vaut mieux que je les passe au désinfectant. Voilà, donc là j'ai rien. C'est parfait. Voilà un logiciel utile et donc qui vient d'une disquette et qui vient d'internet. Donc là c'est vraiment simple d'ajouter des données. Donc voilà pour les améliorations apportées à ce petit Macintosh Classic 2 que j'aime de plus en plus. Maintenant je dispose d'un Blue SCSI, donc ça veut dire de la carte SD, de la mémoire flash en SCSI à la place du disque dur traditionnel que j'avais avant, qui était très bruyant, qui faisait que 40 mégaoctets. Rien que là, je me suis fait une petite partition de 500 mégaoctets et je peux m'en faire autant que je veux, donc c'est très pratique. Je peux plus facilement échanger avec un PC et puis aussi, j'ai ralenti le ventilateur principal qui faisait lui aussi du bruit en plus du disque dur avec un simple potentiomètre. C'est une bidouille, mais ça a son efficacité. Et puis aussi, j'ai mis des espèces de silent block tout autour. Ça permet de ne pas transmettre les vibrations du ventilateur dans tout le caisson du Macintosh. Et ça aussi, c'est une astuce toute simple. Voilà, j'ai terminé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!